Donc, on laisse la place à Monsieur Morin et à toute son équipe qui va vous expliquer les uniformes. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à nos organisateurs de nous permettre de présenter, comme l'indique le titre, la tenue, on devrait dire les tenues, comme vous pouvez le voir, des soldats français en Indochine de 45 à 54. On va s'attarder sur une seule citation, l'histoire, lorsqu'on a le nez dessus, dedans, je dirais même, on n'y voit rien, on ne s'occupe que des détails. En effet, ceux qui ont pu servir dans les armées se souviennent du cirage à réchauffer et à rendre liquide à la flamme avant de l'appliquer sur les Rangers, l'armature du sac qui vous scie le dos, et tout ceci fait partie d'un patrimoine et du patrimoine militaire qu'on va vous présenter aujourd'hui avec une étude à hauteur du bonhomme. Un plan en 3 parties, comme il se doit, avec les grandes évolutions qui sont le reflet, vous le verrez, de la situation économique et géopolitique de la France. Ensuite, grâce à mes camarades et moi-même, un focus sur les combattants de la bataille de la RC4. Et enfin, nous vous présenterons l'intérêt de la conservation du patrimoine et de sa présentation au public. Tout d'abord, en 1945, il faut se le dire, la France n'est pas en bon état. Les usines sont rasées, les voies de chemin de fer sont détruites, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur les côtes ou à l'intérieur des terres, le pays est en ruine. Aussi, l'industrie et les innovations sont freinées. Cette situation économique va d'ailleurs peut-être pouvoir être une motivation pour un engagement de la part des jeunes gens du Havre ou du Nord qui se diront qu'à travers un engagement, au moins, ils auront l'assurance de pouvoir manger à tous les repas. Vous le voyez, en 1945, par rapport à 1939, la production, elle n'est plus à son bon niveau. Le rationnement va perdurer jusqu'en 1949 en France. Là, vous avez un ticket de rationnement pour du pain qui date de 1948. Aussi, dans ce contexte, l'Indochine n'est pas une priorité. Tout d'abord, il y a un défi logistique à relever. La colonie est à 12 000 km et au plus rapide, on met 3 semaines en paquebot pour y arriver. Au plus rapide, le Pasteur met 3 semaines, mais le Pasteur ne transporte principalement que des hommes. Le matériel, lui, met environ entre 1 mois et demi et 2 mois à arriver sur place. De plus, vous vous en doutez et vous le savez, l'opinion publique n'est pas franchement favorable à ce conflit, voire est farouchement en opposition. D'un autre côté, il y a un arbitrage qui doit être fait pour la classe politique comme pour les armées. Le vrai danger, il se trouve à l'Est. Donc, l'armée française et les forces vives de l'armée française, le plus gros des bataillons, va se trouver en Allemagne pour faire face, de notre côté, du rideau de fer. On va évoquer 4 périodes d'un point de vue de l'équipement du soldat et on va vous les développer tout de suite. La première partie, de 46 à 48, on voit une surreprésentation du matériel d'origine britannique. Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient est passé par Ceylan et évidemment, sur place, au contact de l'Inde, va s'équiper avec du matériel britannique de confection indienne, en toile kaki ou en toile verte. Ces éléments ne sont pas forcément des plus pratiques, vous le verrez, mais ils vont servir de base pour le renouveau de l'industrie française et pour le renouveau des uniformes français. Il faut se rappeler qu'en 1940, nous étions encore avec un bourgeron et une capote en laine épaisse. Typiquement, ici, vous avez le soldat anglais en 1937, et il va faire toute la guerre dans cette tenue-ci, avec une coupe de sport des années 30, un pantalon à golf et un blouson porté haut. Cette tenue-là, l'intendance française va s'en inspirer. En 1944, va produire la tenue 44, que je vous présenterai tout à l'heure, et qu'on verra jusqu'en Algérie, ici. Également originaire de nos amis britanniques et anglo-saxons, un élément reconnaissable entre tous du soldat français dans les années 50 et 60, le chapeau de brousse, issu à l'origine du slouch hat, qui est fait de feutre et qui ne supportera pas, malheureusement, plus de 2 mois de présence
avec le climat indo-chinois. Aussi, l'intendance va faire réaliser un chapeau en coton avec un treillis en toile de riz beaucoup plus solide et qui sera à même de résister aux 2 ans de séjour que vont passer les soldats sur place. Il faut savoir, comme l'a dit M. Philippi ce matin, que les uniformes, une bonne partie d'uniformes et d'éléments vont pouvoir être produits localement dans les ateliers militaires de coupe et de confection. D'un point de vue de l'armement, dans la première partie du conflit, on fait face à une pléthore de calibres, au moins 8 calibres différents, ce qui est un casse-tête pour les logisticiens et pour pouvoir fournir les combattants les moyens de se battre. La deuxième partie, de 48 à 51, il va y avoir une représentation du matériel américain. Pourquoi ? Parce que le surplus américain est disponible. Les États-Unis ne nous aident pas encore, ils n'ont pas encore conscience que l'on se tourne vers un conflit de guerre froide. L'Inde, elle, s'est libérée de sa tutelle coloniale anglaise, donc il serait malvenu pour elle de fournir du matériel qu'elle avait déjà produit à une autre puissance coloniale. Donc les émissaires français vont acheter du matériel américain qui se trouve dans les Philippines, à Manille, avec de l'argent en liquide pour pouvoir récupérer tout ce qui traîne. Les Américains ayant la bonne habitude de laisser sur place leur matériel après avoir fait la guerre. Ce matériel américain va inspirer néanmoins la seconde génération de matériel français. Après l'inspiration britannique, on va s'inspirer du matériel américain. Pourquoi ? Depuis quasiment plus de 1000 ans, le combattant français porte un équipement en cuir, vous le voyez ici, et à partir du début du XXe siècle, les Américains et les Anglo-Saxons, eux, vont commencer à produire du matériel en coton filé. L'avantage du cuir, c'est que ça ne coûte pas cher, c'est que c'est facile à faire. Néanmoins, après 2 ans de présence en Indochine, le cuir va pourrir et ne pas résister au passage du temps. Dans le matériel au plus proche du soldat également, une grosse partie est issue des surplus américains. C'est la même chose en métropole à l'époque. S'il y en a qui ont commencé à faire du camping dans les années 50, c'était du matériel que l'on achetait dans les surplus américains, sacs de couchage, toiles de tente, tout ça, c'est du matériel qui était récupéré auprès des surplus et des stocks américains de la Seconde Guerre mondiale. La troisième période, à partir de 1951, justement, la France investit davantage dans son armée et on va avoir une uniformisation, notamment de l'armement, pour pouvoir fournir un seul type de pistolet mitrailleur en 9 mm et un seul type de cartouche de fusil, qui est la même que celui du fusil mitrailleur, le 7,5 mm, qui va être dans le MAS 36, dans le fusil semi-automatique également. Les premiers matériels en coton filé français apparaissent et sont distribués en priorité aux unités TAP. Je vous l'ai dit, les années 50, le début 50, c'est la troisième période avec l'arrivée du matériel français. C'est symbole d'un renouveau économique français. Le stylo bic, que vous connaissez tous, vous avez sans doute tous dans votre sacoche, date de 1950 et est un succès commercial immédiat. On va le retrouver partout et même l'armée de l'air va se faire équiper, comme vous le voyez ici, avec du matériel français. Tout l'uniforme est français, seul le parachute est américain. Pourquoi ? Parce que c'est un équipement technique et surtout qu'il est livré directement avec les avions Bearcat ou Corsair que nous livrent les Américains, puisque à cette période-là, 1951, ils font face au bloc de l'Est en Corée, la Chine est passée du côté communiste. Ils se disent que finalement, nous vendre du matériel, ça peut s'entendre. Et enfin, la dernière période, 1953-1954, on va se voir fixer la silhouette du soldat français avec la tenue TTA 47, inspirée de la tenue M43 américaine, et une diffusion du matériel en toile d'origine française. À peu de choses près, la tenue que vous voyez ici de la 13e demi-brigade de Légion étrangère à Dien Bien Phu sera également celle des combattants, des appelés français pendant la guerre d'Algérie. Pendant 15 ou 20 ans,
on va être, même jusqu'aux années 70, on va rester sur ce type de tenue avec le casque 51 que vous voyez. Maintenant, le focus sur la RC4. Tout d'abord, quelques généralités, et vous pouvez le voir ici. Aucun ne porte de casque. Pourquoi? C'est lourd, encombrant. L'artillerie Viet Minh n'a pas encore montré toutes ses capacités, comme elle le montrera plus tard en 53 ou 54 à Nassan ou à Dien Bien Phu. Aussi, les soldats français vont porter le chapeau de brousse. De même, au niveau des chaussants, les soldats portent soit des brodequins à clous, soit des buckle boots d'origine américaine qui, vous l'aurez remarqué à l'image, vont inspirer les Rangers que vous avez probablement tous connus. À la différence près que la semelle est quand même lisse et qu'elle accroche beaucoup moins sur le terrain, ce qui est problématique dans les régions d'Indochine. Également, je vous l'ai dit, il y a une évolution d'un point de vue technologique en France et industriel. Néanmoins, il y a toujours un manque criant de porte-chargeurs et l'intendance va en faire fabriquer localement en cuir, puisque la maîtrise de la tannerie est effective en Indochine, comme en Europe, depuis plus de 1000 ans. Nous allons commencer la présentation par les tabords. Je vais vous laisser lire ce que vous pouvez voir ici. Vous avez sur la RC4 le premier tabord, le troisième tabord et le 11e tabord, avec le port des insignes défiant toute logique. On va commencer simple, puisqu'en fait, la silhouette ici d'un cadre du tabord représente à peu près la silhouette générique d'un combattant en Indochine en 1950. Vous pouvez le voir, il porte un treillis américain en toile HBT, herringbone twill, en toile en arête de poisson, puisque c'est du tissu à chevron, le chapeau de brousse et également le matériel américain d'un point de vue équipement, ceinturon, brelage. Les grenades sont encore françaises avec un modèle ici offensif avec 2 couleurs, non pas pour faire joli, mais pour indiquer le type d'explosifs qui sont présents. Je me permets de tourner. Le cadre armé de la commune carabine américaine en calibre 30, la carabine USM1. Et en se retournant, vous pourrez le voir ici, symbole des tabords, la djellaba, qui va être emportée et portée sur place principalement pour les prises d'armes. Vous pouvez lire, les tabords sont attachés à leur tradition et à leurs origines. Et également pendant les nuits fraîches pour pouvoir tenir et ne pas souffrir du froid. Et vous ? On peut repartir. Merci. Mon deuxième goumier, voilà. Tireur au fusil mitrailleur 24-29. Vous avez vu, le cadre a réussi, on ne sait pas trop comment, mais à récupérer du matériel américain pour lui. Le combattant, le goumier, lui, est équipé avec du matériel modèle 16, ceinturon en cuir, pochettes qui correspondent. Et vous pouvez le voir, il est équipé de la tenue modèle 44. Petite poche ici, une grande poche sur le côté gauche, ce qui n'est pas réellement pratique, comme vous pouvez le voir, à part mettre une carte, on ne va pas pouvoir y mettre grand-chose. Ici, une poche qui est prévue spécifiquement pour les pansements. Tu peux te tourner. Hop là. Néanmoins, vous pouvez revoir un élément récurrent dans l'armée française, la musette 1892, que les poilus ont connue, que les combattants de 40 et de la Libération ont connue. On la retrouve en Indochine et également en Algérie. Voilà. Vous le pouvez voir à ses pieds, il porte les brodequins à clous qui, sur le carrelage de l'entrée de l'amphifoche, sont problématiques, mais qui sont bien plus efficaces dans les forêts et dans les zones herbeuses de l'Indochine. Le fusil mitrailleur 24-29, je vous permets de le montrer, voilà. En calibre 7,5 avec un chargeur d'alimentation sur le dessus de 25 cartouches. Pourquoi 25 cartouches et pourquoi pas 30 alors que le Bren, qui est le fusil mitrailleur anglais, dispose d'un chargeur de 30? Eh bien, c'est simple. Avec une dotation de 100 cartouches, vous savez que vous allez garnir
4 chargeurs, de 208 chargeurs. Les unités de feu, encore aujourd'hui, enfin, encore jusqu'à, allez, hier au soir avec le FAMAS, sont de 25 cartouches pour des raisons de comptabilité. Et oui. Tu peux te remettre. Hop là. Avec mon camarade du 1er bataillon étranger de parachutistes. On a souvent tendance à imaginer les parachutistes en tenue camouflée. Effectivement, c'eût été leur apanage pendant une certaine époque, mais au début de la guerre d'Indochine, tous ne les ont pas encore. Le 2e bataillon de colonel de commando parachutistes en a perçu, le 1er BEP en a perçu, mais d'autres bataillons para à la même époque sont habillés d'une couleur uniforme. Vous le voyez ici avec un camouflage d'origine américaine qui a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, un modèle de l'armée américaine et non pas des Marines. Les stocks sont achetés sur place aux Philippines, je vous l'ai dit. On a peut-être tendance à penser que dans le Pacifique, ce sont les Marines qui ont conquis le Pacifique, mais en réalité, ils représentent un tiers des effectifs. L'Army a énormément de stocks et de tenues présentes sur place. Le cinéma aussi est un outil de poids pour forger les mémoires. Je me permets de tourner. Il est équipé ici d'une pochette à pansement américaine avec un nécessaire plus large pour pouvoir traiter les problèmes dans la jungle. C'est un modèle exprès Jungle First Aid Kit qui a été développé pour la partie pour les combats dans le Pacifique et dispose également d'un bidon américain. Sur le côté, son armement, il dispose, vous l'avez sans doute reconnu dans les films de la Résistance, le MP40, un pistolet mitrailleur d'origine allemande en 1945. Les Allemands ayant perdu, nous offrent, en titre de compensation, nous les donnent des stocks de pistolets mitrailleurs qui sont très bien, efficaces. Néanmoins, l'approvisionnement en cartouches de 9 mm se fait, on les achète en Angleterre, et la charge de poudre des cartouches anglaises est trop puissante. Ce qui fait que le MP40 connaîtra plusieurs enraillements à cause de cette type de munitions. Et une anecdote qui se trouve dans un livre est qu'un jour, un parachutiste se retrouve en sortant d'un buisson, se trouve face à un Viet, un enrayement, il sort son couteau pour arracher l'étui qui est bloqué dans la chambre. Et le combattant Viet Minh en face, voyant un para sortir d'un buisson avec le pistolet mitrailleur et le couteau à la main, alors qu'il était armé de son fusil, va préférer prendre ses jambes à son cou et partir dans l'autre sens. Dans le BEP, une particularité qu'on pourrait croire commune pour les parachutistes Légion, puisqu'en Algérie et encore aujourd'hui sont très fiers de leur béret vert. Néanmoins, le créateur du bataillon, le chef de bataillon Ségrétin, lui, ne veut pas entendre parler du béret vert. Il va conserver les traditions du BEP et garder le calot, le bonnet de police à fesses rouges de la Légion à titre de tradition, et également, évidemment, le képi blanc porté par les légionnaires. Merci. Enfin, nous allons parler du 3e BCCP. Ainsi, vous avez pu voir plusieurs présentations. La présentation suivante, quand on vous parlera des différents bataillons, vous pourrez vous figurer les combattants de ces différentes unités. Le 3e bataillon colonial de commando parachutistes, dont notre intérêt provient d'une Bible à ce sujet, qui est le livre de Cyril Bondroit que j'ai évoqué ce matin. Vous avez ici, avec mon camarade et moi-même, les tenues qui peuvent être portées. Je vous l'ai dit, bien que parachutistes, elles sont en vert particulièrement. Ils ont pour particularité de porter, non à l'inverse des autres combattants, un chapeau de brousse plus court, plus petit, qui rentre parfaitement dans la poche de leur des sauts. Ce qui fait que cela évite de se retrouver avec
un chapeau dont on ne sait pas quoi faire. Vous le voyez, lui également est équipé du matériel américain, avec un bidon d'origine anglaise, avec un large goulot, qui va inspirer d'ailleurs le bidon français que vous avez sans doute tous connu, avec le large goulot et un quart très haut. Vous le voyez, il dispose d'un porte-chargeur pour MP40. Le bataillon, le 3, va avoir, dans son malheur, le retour à 7 jours de sa dernière opération. Le 3e bataillon colonial de commando parachutiste était prévu pour partir, pour rentrer en France sur le Pasteur le 15 octobre. Il est mis en alerte aéroportée le 7 octobre et va sauter le 8 sur tas de quai, son matériel étant déjà dans les caisses prêtes à être embarquées sur les bateaux. Souvenez-vous, je vous ai dit que les transporteurs mettaient plus de temps que les hommes à partir. Aussi, ils vont devoir être mis en alerte, être rééquipés avec le matériel disponible à ce moment-là, qui est ici le pistolet mitrailleur 38, quasiment le premier pistolet mitrailleur français de conception française, en 7,65 long, pas du tout adapté et n'ayant pas du tout le même pouvoir vulnérant ou pénétrant que le 9 mm de la MP40. Aussi, on va se permettre de vous présenter l'équipée du parachutiste juste avant son saut sur tas de quai. Pratique, le bob se range. Vous le voyez, de profil, il dispose d'une musette qui va basculer sur l'avant et s'équiper avec le parachute. Le parachute, c'est un parachute d'origine américaine. En 1950, l'industrie française n'a pas encore redéveloppé du parachute pour permettre d'équiper les troupes aéroportées. Le personnel navigant dispose d'un certain nombre de parachutes pour pouvoir effectuer ses missions. Ici, vous le voyez, il va se retrouver avec un dorsal de 54 mètres carrés et une bang box. Peut-être que certains ont connu la barrette de poitrine avec le système de dégrafage. Là, le système américain de la Seconde Guerre mondiale est un système beaucoup plus complexe pour se libérer du harnais de parachute en une seule fois. Une fois avoir mis le parachute sur les épaules, il passe la fessière et il va passer les sangles de cuisse, les sangles cuissardes à travers le harnais pour pouvoir les relier aux éléments de la bang box. Voilà. Le parachute fait 54 mètres carrés, je l'ai dit. La problématique, c'est que c'est un petit parachute. Le gabarit des parachutistes à l'époque est quand même réduit. On est sur la doctrine du chat maigre. Mais d'un point de vue justement du poids, vous allez pouvoir avoir droit à une autre anecdote. Lors des sauts avec la CIP, la compagnie indochinoise de parachutistes, les bataillons parachutistes disposent tous, intégrés en leur sein, d'une compagnie indochinoise, avec des combattants indochinois qui sont beaucoup plus légers que les cadres européens qui sont avec eux. Aussi, les cadres européens, à l'inverse de ce qui devrait se faire dans l'avion et de dire « suivez-moi » en sautant les premiers, sautent les derniers, parce que s'ils sautaient les premiers, ils arriveraient toujours les premiers au sol. C'est déjà arrivé plusieurs fois. À partir de cette étape de l'équipée, vous le voyez, le parachutiste français, avec du matériel américain, a besoin d'être aidé sur le côté parce que la sangle de liaison dorsale-ventrale, elle n'est que d'un seul côté. Et pour agrafer le parachute ventral, on a besoin d'être aidé. Le parachute français qui sera développé par la suite, lui, s'affranchit de cette contrainte avec deux sangles de liaison de chaque côté pour pouvoir, par des cisaillements, se resserrer. Vous l'avez vu, le pistolet mitrailleur est mis en travers de la poitrine. Le parachute ventral est mis. Et en plus, je l'ai entendu dans les anecdotes que se racontaient les anciens, vous voyez la mise en place du casque
avec le casque lourd au-dessus et le sous-casque avec la mentonnière. Sur le côté, vous pourrez le voir, elle a été évoquée, un cordon, une ficelle, un morceau de suspente, effectivement, qui est relié entre le casque lourd et le harnais du parachute. Pourquoi? Eh bien, lors du saut, lors de l'ouverture, les élévateurs peuvent cogner la bombe du casque lourd et ce dernier risque de s'arracher. Donc, pour éviter de le perdre et de faire un compte-rendu, nous, voilà, on le relie au harnais avec une suspente. Comme ça, on est sûr de ne pas le perdre pendant le saut. Voilà. Vous voyez, la SOA, la sangle d'ouverture automatique, elle est du côté gauche. Les Junkers 52 ou les Dakota ne disposent que d'une seule porte côté gauche. Voilà. Aussi, il n'y aura pas de question de savoir sur quel câble le parachutiste sera prêt. L'inspection du ventral est faite, les aiguilles sont en place. On vérifie le non-croisement de la fessière et le parachutiste est prêt à sauter sur tas de quai une semaine avant son retour prévu pour la métropole. Enfin, même si j'espère vous en avoir convaincu par cette présentation, nous allons vous évoquer l'intérêt de la conservation de ce patrimoine. Vous pouvez le voir, c'est un musée vivant avec des mannequins qui répondent à vos questions. J'en ai vu plusieurs échanger avec nos camarades ici présents. Ça peut s'effectuer lors de présentations dans les mairies, plusieurs fois, ou lors d'événements en lien avec la jeunesse. Également, je vous ai parlé du cinéma. Cette pratique peut être utilisée lors du tournage de documentaires. Également, à force de concentrer du savoir, il est bon de le diffuser également aux autres. Ainsi, la rédaction d'ouvrages spécialisés sur cette question peut se réaliser. Ici, vous avez un livre sur les soldats de la guerre d'Algérie dont l'auteur est ici présent et dont un ancien du 14 a pu voir la tenue qu'il a portée en 1956. Également présent dans l'entrée, le dernier livre d'Olivier Bellec sur les parachutistes à Dien Bien Phu. Tout ça permet de produire une connaissance et un savoir que vous pouvez retrouver ici, dans ce type de présentation. Enfin, à travers cette présence, on peut continuer à rendre vivantes et tangibles les traditions des différentes unités. Ici, en haut, avec le béret bleu, vous avez un de nos membres qui était présent avec nous au 13e régiment de dragons parachutistes lors d'une Saint-Michel afin d'évoquer aux jeunes engagés d'où ils viennent, où ils sont et peut-être où ils iront. Également au 13, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec le créateur du commando de chasse du 13 et nous nous étions étonnés de la présence de pistolets mitrailleurs Thompson d'origine américaine en 1958 en Algérie sur une unité para, alors que ça ne va pas du tout de soi. Et ben, grâce à notre échange, il nous a expliqué tout simplement qu'il les avait trouvés dans une cache FEL et que pour se muer dans le territoire FEL, il était beaucoup plus simple de prendre ces armes-là plutôt que l'armement français pendant cette période. La présentation est terminée et je pense que j'ai bien tenu les délais.